Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 15 juin 2019. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, version estivale. Mon nom est Éric Lajoie et je suis complètement encerclé. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour me sortir de cette situation-là, mais quel quiproquo. Il y a même l'équipe de SWAT là, avec leur gilet pare-balles. Oui. Alors, tout d'abord, je vais vous donner le nom des antagonistes qui sont tout autour de moi. Parce que même si t'es seul et entouré, tel un film de Kung-Fu, on va se présenter à toi un contre un. Exactement, jusqu'à ce que je vous dis, c'est ça, je vous dispatche toute la gang. Yes. Tout d'abord, en face de moi, Simon Boucher, salut. Hey, bonjour tout le monde. Je vous promets de peut-être essayer de tuer Eric d'ici la fin de l'émission. C'est une promesse que je compte peut-être essayer de tenir. Ça fait 7 ans que t'as pas encore réussi. Ensuite, on vient d'entendre parler Philippe Jacques, salut. Salut tout le monde. On a parlé un peu de retro gaming, j'imagine. Sûrement. Hein? Il y a des indices qui portent à croire ça, ouais. Ouais, des petits indices. Excellent. Tu peux t'approcher un petit peu du micro, je sais que tu t'entends pas, là, mais voilà. Je m'entends pas en tout. Voilà. Ensuite, Conan Arsenault. C'est KRL. C'est KRL. C'est KRL. C'est KRL. Bonsoir. Salut, ça va? Oh yes. J'imagine que t'as vu des trucs. Ouais, mais tu veux pas savoir ce qu'il a vu. Tu veux pas savoir ce que j'ai vu. Traumatisme. Il y a comme le 1000 yard stare, là, comme ils disent. J'ai vu des choses que vous ne Et croyez à la pas. mise en onde, Pour ces dernières semaines à l'intérieur de l'aquarium, on s'en reparle plus tard. Mikey G. Ben oui, je suis l'équivalent Kung Fu du petit tweet en arrière qui a rien fait encore, puis quand il va faire de quoi, ça va valoir la peine. Ouais, c'est ça. C'est pour ça le gilet pare-balles, c'est parce que tu vas sortir de l'aquarium, tu C'est vas vrai. être prêt. C'est pas un gilet pare-balles, c'est une veste lestée. Lesté. Ouais. Lestée d'en faire. Les vestes pare-balles Lester. Bon, avec un bon hot dog Lester. Non, c'est ça, c'est que l'aquarium va... Vous appréciez les meilleures sources d'informations. Vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Ouais. La raison pour laquelle que je dis les dernières semaines dans l'aquarium, c'est pas parce que Mikey s'en va, c'est l'aquarium qui part. C'est ça. Ouais, ce mur-là va disparaître. Les studios vont être rénovés de CKRL cet été. On va Hey, avoir ça, une aire gang, là, ouverte. c'est à cause de vous autres pour Radioton. Vous êtes cool, je vous aime. Yes! On va avoir un tout nouveau studio. Ça va être capoté raide avec un meuble, la console, la kit. Ça va faire professionnel à côté. On va même s'acheter un bon animateur. Tout va bien aller. Ah oui, je te dis. Là, ça va être... Dans le fond, on va avoir l'air comme... On sera pas au niveau du stock sur lequel on va jouer. Ben, on n'aura plus aucune bonne raison d'être mauvais. On aura que des mauvaises raisons. Non, pour mais être c'est bon. ça qui fait notre charme. Exact. C'est ça qui fait notre charme. Tu changes pas le goût d'une recette gagnante. McDo est encore mauvais, mais ils vendent encore à côté. S'ils changent le goût pour Mais être ils meilleurs... changent leur goût aux 2 ans. Mais non. Ben non, mais ils Ça changent goûte leur la même recette affaire. secrètement, là. Ouais, secrètement Pour pour que baisser ça les goûte... prix, Oui, ouais. mais ça goûte la même affaire, pareil. Ils font juste réduire le burger. C'est bien plus facile, sinon. Tout ça pour dire que... Parlant de McDo. Oui. Rubrique nécrologique. Oh, une transition, Michel, tabarouette, chronique nécrologique, qui est mort? Salut. Qu'est-ce qui est mort? Je vous regarde, là. Oui. Avec vos petits yeux noirs puis vos nez pointus, Voyons. vous êtes une bande de vautours. Vous êtes le genre de personnes qui se réjouissent de la mort de quelqu'un puis qui veulent se nourrir de sa chair encore chaude pour bien sûr vous acheter non seulement des coupes pizza en Enterprise ou des t-shirts avec des logos de Minecraft, hein, je vous vois. Je pense qu'on a brisé Simon. Non, Voyons. c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je tiens à vous annoncer la fin et la fermeture de Think Geek. Hey!
Ceux qui connaissaient ce que c'était ThinkGeek, c'était le meilleur site pour acheter des cochonneries avec des brands geeks un peu cochonneries. trop chers. Oui, non, le terme exact, c'est cochonneries. Il y avait de tout. Des cochonneries qu'on aime. Du pyjama One Piece de Star Trek Génération Classique jusqu'à ce que probablement, je sais pas moi, un Prince Albert Naruto. Là. Il y avait tout. Il y avait des changeurs de couleur d'eau au laser que tu pouvais mettre sur ton évier Ouais. qui changeaient la couleur Ouais. de l'eau. T'sais, C'était il y a- capoté. il y a- Brandé Star Wars. Il y avait quelques années, il y avait une terrible bataille, savoir qui allait prendre le contrôle de ThinkGeek. Oui. C'était un combat entre GameStop et puis Hot Topic. Et Hot Topic, ici, je parle la compagnie de Wannabe Got numéro 1 aux États-Unis. Cependant, ça va être maintenant la fermeture du service ThinkGeek sur son site web. Tout ce qui reste et qui va continuer à fonctionner va se retrouver sur les sites de GameStop et donc EB Games au Canada. Et si je vous traite de vos tours, c'est que grouillez-vous en fin de semaine. Tout est à 50% pour ce qui reste. Tout doit sortir. Allez vous nourrir de la tristesse de quelqu'un d'autre. First Allez être world heureux job. pendant que quelqu'un perd sa job. Allez profiter des rabais pour acheter du plastique chinois. Consommez, consommez, consommez. Vénérer le capital. Bon, c'est tout. C'est subtil comme message, Simon. Pas du Ben tout. oui, tabarouette. Mais effectivement, c'est le bon moment de vous acheter une roulette à pizza. Oui, ben, tu sais, il y a un autre décès dans le monde geek aussi qui a eu lieu cette semaine. On va en parler vu que c'est non seulement un site est décédé, mais aussi sans dire une figure de proue, mais quand même un des gros acteurs Une figure de pop. des jeux 3A dans les dernières années. Je parle de Patrick Munich, qui est décédé à 44 ans, avant hier. C'est lui qui était tellement cool qu'on a mis une ville en son nom. Non, 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 mais Patrick Munich, c'est le lead producer dans le fond, le producteur principal de Horizon Zero Dawn, une des personnes en tête de Guerrilla Games, donc qui est décédé cette semaine. 44 ans, c'est pas vieux. C'est vraiment pas vieux, donc ça l'a attristé un peu l'univers geek et les jeux vidéo là, cette semaine, donc on en parle. Autre décès que j'ai oublié de mentionner? Ben, on peut parler d'un vieux décès. Oh, le vieux décès. Quelqu'un qui est mort de 2500 ans, mettons. C'est un décès fossilisé rendu là. Ouais, ben, c'est un... OK. Oui, on pourrait dire. Dans le fond, on a trouvé dans une tombe d'environ 2500 ans, une tombe en Chine, les premières traces et preuves de la consommation de cannabis. Donc, ce n'est pas une pratique qui a été inventée au Canada à l'automne l'année passée. C'est Justin Trudeau qui a inventé ça, non? Ouais, tout le monde pensait que le cannabis avait été inventé par Justin Trudeau et le Nouvel Ordre mondial pour contrôler, bien sûr, le peuple canadien dans la servitude totale. Mais en réalité, non. C'est une... Je sais. Moi aussi, je suis déçu. J'étais prêt à dire que Justin Trudeau, derrière son petit regard genou et son sourire niais, était peut-être un puissant créateur de produits pour détruire la jeunesse. Malheureusement, non. Donc, tu me dis que le cannabis n'est pas une conspiration néolibérale. OK. Non. C'est bon. Mais c'est pas pour rien que... c'est- Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé les premières traces? Oui, à l'intérieur, dans le fond, ils ont trouvé des encensoirs et de l'équipement pour faire brûler et il y avait des traces de THC et d'autres cannabinoïdes dans la suie et les taches qui étaient résinées à l'intérieur de ça ici. Donc, l'utilisation de vapeur de cannabis dans des rites funéraires ou peut-être des activités royales, Dieu seul le sait. En tout cas, à moins que vous avez environ... Mais on savait que le cannabis était utilisé pour sa fibre depuis au moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Mais là, on a la première preuve d'utilisation probablement pour ses effets D'au plus- moins 2500 ans, Exactement. à tout le moins. Donc, À tout le moins. ici, on a fait les chronographes spectrométriques et toutes les choses. Et oui, c'est effectivement... Non, ça veut dire que ça, c'est 500 ans avant Jésus-Christ, tu sais, give or take. Environ. Donc, maintenant, on peut comme présumer que le monde qui a écrit le livre était peut-être pas tout à fait à jour. C'est pour ça qu'il était 4 à avoir vécu la même affaire, mais qu'il y avait 4 versions Écoute, complètement Eric, de différentes. toute l'histoire humaine, toutes les traces pointent à ce que l'homme a toujours été une créature sociale qui cherche à se buzzer un peu d'une façon ou d'une autre. Il y a Ouais. des traces d'alcool qui datent... Qui avait quasiment plus peur d'être à jeun que de la préhistoire. noirceur. On va voir ce qu'on Quasiment. voit. Ben, tiens, D'abord- si j'aurais vécu au milieu de la forêt comme eux autres, dans le bois, peut-être que j'aurais voulu me buzzer moi aussi un peu. Justement, par rapport à l'évolution du cerveau humain, il y a deux théories. Il y a le Drunk Ape Theory
Et il y a le Stoned Ape Theory. Stone Ape for the win! Comment, t'as l'air connaître ça, Mélanger les Colin? deux. Peux-tu nous expliquer? Parler du Stone Age. Ben oui, absolument. Je connaissais pas la théorie du Drunken Ape, mais le Stone Ape, c'est en fait la théorie que tous les groupes là, de proto-humains là, qui étaient encore qui étaient des chasseurs prenaient des champignons hallucinogènes pour chasser la nuit. Parce qu'évidemment, pour les gens qui ont déjà essayé de prendre des champignons, on voit extrêmement bien dans la forêt. Moi qui pensais que c'était des carottes tout ce temps-là. Et non, ce n'était pas des carottes qu'ils mangeaient. Tabarouette, Et aussi, ok. il y a aussi tout un espèce d'effet qui peut venir avec la spiritualité qui peut avoir été mise en place avec ça. Parce que, tu sais, sous l'effet d'hallucinogène, c'est pas long que, tu sais, la boucane qui sort A beaucoup plus de signification qu'elle devrait en avoir. mettons. Exactement. Puis que, tu sais, il y a aussi un très grand rapport communautaire, Ouais. social, justement, sous ces À drogues-là. partager Donc, cette expérience-là, de Exactement. façon. Donc, le Stone Ape Theory, c'est que, justement, les proto-humains se sont drogués pour pouvoir mieux chasser. Et ça fait de nous des personnes. C'est pour ça qu'on Et réagit. pour tomber à encore un aussi état bien aux d'esprit drogues. supérieur qui les aurait amenés à évoluer. vers- Exactement. Pour exactement. revenir au sujet, donc en Ouais. Égypte, il n'y a peut-être pas juste du cannabis qu'on pourrait trouver. Si on cherche pas mal, d'après moi, on pourrait trouver des traces de psilocybine. Hey, parlant de trouver de traces. Oui. Non, Non. Quelle transition. Oui. Ben, moi, j'ai quelque chose de mort aussi. Ah. Vieux, moi également. Ils ont découvert récemment une tête de loup. Je pense en Russie. Tête de Une loup. tête de loup. Préhistorique. Un lousard. Ben, non, s'il est non. préhistorique, il y a des grosses chances qu'il soit mort. Mais il était gros. Surtout que c'est juste une tête, donc oui, je dirais pas mal mort. Sauf très, très, très bien conservé dans le pergélisol russe. Il y a encore la fourrure dessus. C'est somme toute une momie de loup Géant. préhistorique. Oui, géant. Ouais, il doit être big. Il est très gros. Je te dirais que ça ressemble plus à un ours qu'à un loup. Wow, Il y a ok. 2 D8 de points de vie de plus. Puis, Imagine il y a une les attaque ours de dans plus ce par ronde. temps-là. Ben, c'est pour ça que l'homme préhistorique avait peut-être besoin T'as d'un besoin petit de boss. prendre des maudits champignons magiques pour les chasser, ces affaires-là. Tout à fait. Hey, on y va-tu en musique pour se cleaner le palais un peu? Ouais, puis- La chanson de la semaine! Assez de décès, on va être dans le jovial. Hein? Mais en fait, non, la musique est pas joviale tant que ça parce que c'est une chanson interprétée au piano, mais le jeu l'est. Je parle de Kirby Return to Dreamland. Ça, c'est un jeu qui est sorti en 2011 sur la Wii. Jeu dont j'avais pas exploré la trame sonore encore dans la musique. Et sur Overclock Remix, justement, cette semaine, il est sorti une pièce qui s'appelle... pas cette semaine, la semaine dernière, et qui s'appelle Cocoa and Cookies. Donc, c'est Du cacao et des biscuits. du cacao et des biscuits. Donc, pour prendre ça relax, c'est sur le bord d'un feu en écoutant Kirby. Donc, c'est le réarrangeur Jade Aster 64 qui nous amène ça. C'est un genre d'arrangement piano jazz sur une pièce de Kirby Return to Dreamland. On écoute ça au Geek Contre-attaque.
On vient d'entendre la pièce Cocoa and Cookies. Ça, c'est du remixeur Jade Aster 64 tiré du jeu Kirby's Return to Dreamland. Et c'est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Chronique musicale! Hey, chronique musicale. Phil, tu nous amènes une chronique musicale. On parlait de musique. Oui, je vous amène de quoi d'assez big pour les gens qui tripent sur la musique, un peu comme moi. Oui. Je pense que c'est pas juste une chronique musicale, par exemple. Chronique pyromane? Chronique historique, on peut mélanger à chronique conspiration. Ouais, On peut mélanger ça avec plein de thèmes sonores. Conspiration musicale historique. Oui. C'est ça? Parce que le 11 juin 2008, il y a eu un immense feu qui va mettre près de 24 heures à être maîtrisé au studio Universal à Hollywood. OK. À l'époque, cette nouvelle-là a passé complètement sous le radar. Personne n'en a parlé. Comme si rien d'important s'était Parce qu'il produit. n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a Donc, rien eu. tu sais, Il y a juste ça eu, a été- en théorie, du matériel de C'est détruit. ça. Mais là, Ah, c'est pas grave, les objets, là. il y a une enquête, théoriquement non, mais il y a une enquête du New York Times qui vient de couvrir l'ampleur des dégâts et c'est en train de sortir, c'est sorti cette semaine. Le journal qualifie cet événement-là de plus gros désastre de l'histoire de l'industrie de la musique. Hein? Carrément. Même pire que la fosse que John Lennon avait brûlé vif. C'est pas ça qui s'est passé avec John Lennon. Non. Ouais, c'est. Non, Paix c'est à pas. son âme. Ouais. C'est en 2002, je pense. Mais, Ok, ouais, continue. Ouais, avec Elvis. Ouais, c'est ça. mais Sur un finalement, se trouve-t-il que probablement par crainte de poursuites intarissables et interminables de milliers d'artistes, Universal a couvert l'histoire. Mais là, Qu'est-ce qui a été ce qui perdu? ressort, c'est que 500 000 masters, Eric, ont été détruits dans ce feu-là. Les Mais c'est masters, quoi des masters? Je c'est veux pas dire, l'album Master of Puppets de Metallica. Parce Lui, que il est 500 safe. 000 copies de ça, je veux dire, ça n'aurait pas été C'est super. les safe. rubans en maître, l'enregistrement qui sort du mastering et qui va être copié pour mettre sur les albums. Donc c'est le premier, c'est le plus pur, le plus optimal du son que tu vas avoir d'une chanson. Si je fais un parallèle avec le cinéma, tu sais que George Lucas a dit pendant des années que le master de Star Wars, l'original, avait été détruit. Ouais, trop endommagé pour Non, être non, récupéré. il disait qu'il l'avait plus, qu'il le trouve Ouais. plus. Ça, on sait pas si c'est vrai. Mais à partir de ce master-là, c'est dur. Il utilise ça comme excuse pour dire je peux pas vraiment faire une édition, mettons 4K de la trilogie originale non changée parce que j'ai plus les masters. OK. Tu les avais quand c'est le temps de faire des éditions spéciales, par exemple. Mais quand c'est le temps de les enlever, là, non. Mais ça veut-tu dire que c'est un peu comme des clones? Le premier est intelligent, mais plus tu clones le clone du clone, plus à un moment donné, il y a des chances qu'il y ait une C'est ça. tête. Ou qui quand on sorte d'une copiait des épaule. cassettes quand on était C'est jeune. vrai de ça. Voilà. Si vous étiez un enfant des années 80 ou plus vieux, comme nous, une partie de son nom qui disparaissait. copie. Ouais, ouais. Probablement la première fois que j'ai entendu, mettons, Master of the Metallica, Master of Puppets, c'était probablement sur les copies d'une copie. Sur une qui était- TDK 90 minutes. Ouais. Et en plus, à cause dépendant de la grosseur du ruban et de la vitesse du moteur de ton radio, s'il était usé ou s'il était neuf, ça s'il était pouvait copié, être assez la pénible. vitesse pouvait changer, accélérer avec le temps, réduire, varier pendant ta tonne. C'était du gros n'importe quoi. Mais c'était notre façon de découvrir de la musique Ça quand on donnait était un jeune. petit charme. Ouais, c'est ça, avec le son du clac quand tu Avant- faisais suppose pendant les pubs, c'est enregistré à la Avant que radio. LimeWire vienne tout changer. Donc, Ben c'est oui. ça. Là, à partir de Napster ce moment-là, même avant ça. si le master n'existe plus, ça devient très difficile de faire... on a beaucoup de remasters qui sortent étant Oui. site. Il y a souvent que c'est justifié parce que l'enregistrement est vieux. Par exemple, des enregistrements de Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong. Ben, les années 50, on pourra 60, plus- 70 on ont va- avantage à être remasterisés parce que tu as beaucoup des meilleures méthodes sonoriquement parlant pour rebalancer le son. Eh bien, ces masters-là n'existent plus. C'est pas comme si tu Eric, pouvais demander aux artistes de revenir enregistrer. mais là. plus près Ouais. de nous aussi, il y a Nirvana, R.E.M., Eminem, Sheryl Crow, No Doubt, Ben, Sting Universal, et c'est The quand- Police, Quand entre même. autres. Universal, c'est gros, là. C'était big, c'était encore un très gros Label. joueur dans l'industrie Oui. musicale et effectivement, c'est un gros désastre. D'ailleurs, Yes. j'ai appris ça par Dave Grohl, qui Oh. a sorti dans le monde de Facebook pour dénoncer la situation, dire que c'était terrible, puis que justement, les masters de Nirvana sont disparus, donc peut-être des petits
des petits bonus qu'on aurait pu avoir de Nirvana, ce sera plus possible. Terminé. Et ce sera pas de la faute de Courtney Love cette fois. Non. Cette fois. Il y a encore des conspirations. Pas vraiment, parce qu'il y a une grosse bataille en cours depuis la mort de Kurt Cobain. Tout le temps. De tout le temps. Le estate, qu'on dit, de Nirvana est détenu entre les deux membres restants, donc Chris Novoselic et Dave Grohl, et Courtney Love. Et ils sont constamment en cours depuis ce temps-là à se battre pour est-ce qu'on sort ça? Tu fais-tu le coffret? Est-ce que tu as le droit? Non. C'est qui récolte l'argent, etc. Courtney Love avait poursuivi Activision parce que t'avais Kurt Cobain dans un Guitar Hero. Oui. Puis vu que tu pouvais utiliser les personnages comme ton band, tu pouvais avoir Kurt Cobain qui changeait du K-pop. Ouais. Puis là, dans le fond, Courtney Love a dit « Ouais, mais là, j'ai pas permis qu'il chante d'autres chansons que les chansons qu'il fait... » Non, tu l'as permis qu'il soit utilisé dans un jeu vidéo pour chanter plein de chansons différentes. Je pense que ma fille t'a pas suivi. Elle avait peut-être pas lu tout le contrat. Mais, ouais. Donc, Premièrement, c'était voilà. lire. C'est-tu grave? En tout cas, whatever. C'est le genre d'affaires Ben, arriver en cours elle pour ça. payer là. quelqu'un pour lire. Ah, mais regarde, les gens riches et célèbres n'ont que ça à faire. S'obstiner en cours pour grabiller quelques millions de Non, plus. à leur fortune. Quelques-uns. D'autres petites nouvelles en vrac pour terminer à demi-heure? Oui, avant la pause, on parlait Oui. d'essais. Et Oui. la chanson de la semaine, parlait de cacao. Oui. Donc, j'aimerais qu'on parle d'un décès par caca. Ça vole pas haut. Mikey, je pense que c'est on est rendu là. Non, mais Oui, on Prends est ton rendu temps. là. Pas de suite? OK. Garde-les prêts. On va commencer à la base. De quoi je parle? On a déjà parlé quelques fois et c'est quand même quelque chose qui dégoûte beaucoup les gens, mais c'est une percée médicale importante. Ici, je parle du transplant de matière fécale. Transplantation fécale. Oui, parce que dans le fond, à l'intérieur du côlon, t'as un microcosme de microbes et d'autres trucs. microbiote. T'as une sorte d'endroit où... De faune microbiotique. Ouais, de faune microbiotique. Voilà, Et ouais. cette faune-là Voilà, est ouais. extrêmement importante parce qu'elle va aider ton corps à digérer certaines choses, elle va t'aider à être en santé. À combattre les maladies. Et elle va aussi influencer indirectement le cerveau sur la nourriture qu'il veut. Et cette faune-là est très difficile à changer. Donc, c'est possible, et ça a été prouvé, qu'en changeant un peu cette faune-là, en introduisant, mettons, des microbes qui sont plus propices à digérer des légumes, que les gens en mangent plus, aient plus envie de les manger, et aussi, à chaque fois qu'ils en mangent, se sentent Ça, mieux. puis Donc, certains problèmes de santé aussi peuvent détruire ta faune microbiotique. Et à ce moment-là, t'as besoin Exactement. de ce transplant-là Donc- pour rebâtir. Donc, en transplantant de la matière fécale spécialement sélectionnée sur quelqu'un, ben, t'es capable des fois de changer un petit peu ton système et puis des fois de l'aider dans la bonne direction. Et cependant, vu que c'est pas une technologie, mais une science qui est très jeune. Pas si jeune que ça, fait plus que la ça. science, oui, mais la science n'est pas à 100% comprise encore. Il y a encore des inconnus et ça peut être mal utilisé. Ça se fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, à tout le moins. Oui, mais C'est là. il y a encore du raffinement. Ouais, il y a encore à faire. du Mais là, raffinement ici, à on faire. parle pas de raffinement. Ok, qu'est-ce qu'on parle? Il y a 2 patients qui ont eu des infections sévères, incluant avec des bactéries qui étaient résistantes aux antibiotiques, parce qu'ils se sont fait une transplantation homemade. Les enfants, alerte. N'essayez pas cela à la maison. Exactement. Donc, laissez vos transplantations fécales dans les mains d'un professionnel, s'il vous plaît. S'il vous Je plaît. vous en supplie. Un professionnel avec des gants. Oui. De préférence. Parce qu'il faut dire que Une poire à gâteau. quand un transplant comme ça est fait par des professionnels, le transplant est traité. Oui. On enlève les microbes qui sont nuisibles, Ils on le choisissent. purifie. Oui, puis ça vient d'une source qu'ils ont présélectionnée, c'est validé. C'est genre de la etc. méthode scientifique. Ah oui, C'est comme quand, mettons, moi, je saigne, mettons, dans un bucket de métal. Puis après ça, Tu fais ça souvent? je te coupe, puis je mets ton sang directement dans toi avec un entonnoir, puis quelque chose de genre. Mais non, c'est faire comme ça- les biohackers qui s'implantent toutes sortes de choses à la maison, eux autres mêmes, sans supervision musicale. Je suis encore dans ma chronique d'avant, Ouais. mais c'est pas... Oh, ça va bien aller, ma transplantation fécale. Il y a un gars qui joue du trombone. Non, de faire ça soi-même, c'est extrêmement risqué.
Donc, faites pas ça à la maison, bien sûr. Hey, C'est magnifique. ouais. Magnifique, Eric. Ouais. Mais j'ai une autre petite nouvelle avant de partir en pause, là, tant qu'on est dans le random. Là. OK. T'es en train de dire qu'on parle de n'importe quoi, toi, là? Pas jamais. Structure. Le ministère du Pakistan a fait une... Quel ministère? Le ministère du Pakistan au général ou le ministère... En fait, le ministère du Khyber Pakhtunkhwa du Pakistan. Merci, c'est plus clair. C'est plus clair comme ça. On fait une conférence de presse live et sur Facebook et ont oublié d'enlever les filtres de chat. Quoi? Sur leur Donc, Instagram ou quelque chose comme ça? ben, c'est sur Ah, leur sur Facebook, sur vu que Facebook, tu peux mettre des filtres. Tu peux mettre des filtres sur Facebook, donc c'est des filtres de chat. Donc, une conférence de presse de personnes très sérieuses avec des belles petites oreilles de chat puis des beaux petits nez, puis des beaux petits joues Je vais rouges. vous faire une conférence avec des filtres de chat durant la pause. Et- Oh! Toi, tu pouvoir mettre ça sur l'appel des geeks, je Ouais, pense, tellement, juste pour annoyer Eric avec des chats. Oui. Ben oui, alors si vous écoutez live l'émission des Geeks Contre-Attaque, vous pouvez aller sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque, vous allez voir Simon pendant la pause qui va vous Faire un parler. live de chat. Je suis en train Live de de préparer chat. quelque chose en direct. Donnez-moi Yes, le temps. yes. Donc, on va faire ça. Donc, on a une autre petite nouvelle avant la pause. Moi, j'ai plus rien. Oui. Wow. Vous êtes des parents. Vous êtes des menteurs. Hein? Voyons. Non. Par définition, nécessairement. un parent. Mais je veux dire, souvent, on essaie On va de faire les convaincre accusations. on essaie de convaincre les enfants de manger des choses avec des mensonges. Comme, ah non, c'est pas vraiment des légumes. Il y a eu des pubs là-dessus. Kraft sont allés un petit peu trop loin. Ils ont sorti, dans le fond, de la vinaigrette à salade, dans le fond, de la vinaigrette ranch, qu'ils ont maintenant appelé du glaçage à salade. Pour forcer les enfants à manger leur salade, Ok, ben, c'est c'est comme, mets du glaçage sur ta C'est salade. plus du salad dressing, c'est du salad Salad frosting. OK. Donc, Simon, en tant que non-mangeur de salade, je t'avertis que ça marchera pas avec moi. Vous m'aurez pas. Kraft, vous m'aurez pas, j'en mangerai pas de salade, non! Et c'est du la glaçage raison dessus. pour laquelle, après l'épisode, Phil va soudainement mourir du cœur. Hey, on a mangé des barres de sauterelles. là. Ouais. Et on n'est pas à l'abri de rien, ça. Ouais. oh, je suis en direct maintenant. Ben oui, Oh, tu te rappelles là pas là, de fait que allez voir tabarnak? Donc, ouais, à la barnaque. Donc, Simon est live sur Facebook pendant la pause. On vous revient dans 2 minutes pour sais la pas ce qui suite va se passer. des Geeks Contre-Attaque. Donc, bonjour Facebook. Je suis le ministre. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque! Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenault. Ah, nice. Conan le jubilaire. Ah oui. C'est vrai, bonne fête, Conan. Hey, merci. Tu viens d'avoir 21 ans? Je viens tout juste de l'avoir, je suis à peine légal. Ah, ouais. Fait qu'on Blonde et légale. Barely legal. fait qu'on peut te sortir, là. On peut me sortir enfin. Ah, bon, ouais. Hey! J'en ai... Non, il est pas sortable. Non, ça c'est vrai que je suis pas sortable. Hey, j'en ai écouté des affaires cette semaine. J'en ai écouté des affaires. Je vais commencer par l'affaire qui m'a le plus surpris. Le film sur Netflix de Adam Sandler et Jennifer Aniston. T'es-tu en train d'amener quelque chose d'Adam Sandler de façon positive? Oui, quand même. Mais tu sais, c'est un... Pendant ce temps, en 2003. C'est pas un film de Adam Sandler dans le sens, c'est pas lui qui 98, le réalise, c'est pas Happy Madison Production, c'est plus, il est dedans, et c'est le réalisateur Carl Nowacek qui a réalisé Game Over, qui est aussi un réalisateur qui a fait la série Workaholics, donc Murder Mystery. Jennifer Aniston et Adam Sandler font un couple qui célèbre leur 40e anniversaire. Ils se ramassent un peu par hasard sur un yacht d'un méga milliardaire qui les invite et ils se retrouvent au plein cœur d'un meurtre. Mais vraiment, tu sais, c'est vraiment dans tout ce qui est le plus clou, le plus Agatha Christie. là. classique. La lumière lâche, on entend un bang bang. Ah, la lumière se réveille. Il y a Il y a un cadavre sur le sofa. il y a un cadavre Avec à 8 terre. couteaux, puis... ouais. C'est vraiment une comédie. Hein. Ou c'est vraiment comédie, mais je te dirais que c'est pas loufoque slapstick. C'est une comédie légère.
Il y a les moments de comédie se retrouvent plus dans les dialogues que nécessairement dans c'est pas du slapstick. C'est un pas peu comme un Game Night l'année passée. Exactement, un peu Mais comme genre de Game ton, Night, mais c'est ouais. plus comme un Game Over Man. C'est plus dans les dialogues, dans les petites impros qu'ils font. Adam Sandler a déjà été sur un bateau jadis naguère. C'est dans son premier film Going Overboard. Et si vous l'avez pas vu, ben je vous le conseille pas. C'est ouch, même comme nanar, ça fait mal. Non, c'est le genre de douteux qui fait passer une mauvaise soirée. Donc, surprenant dans le fond, le film. Oui, vraiment, là, je pense que c'est le nouveau clou. Il y a vraiment des bons moments. Il y a plein de belles petites scènes. Ça finit avec un petit wink-wink à l'Orient Express. Il y a plein de... C'est un film qui est clairement en amour avec tous les autres films du genre, sans nécessairement essayer de faire quoi de complètement nouveau. C'est juste une soupe aux légumes, mais... un bon divertissement. C'est ça. Mais quand t'as faim, tu peux de légumes. C'est ça, rien de too much, mais en même temps, quelque chose de bien divertissant. Fait job. Exactement. OK. T'avais un film avec un peu plus d'envergure derrière. Un film qui avait fait beaucoup jaser avant sa sortie. La raison étant que c'était le producteur, le réalisateur, maintenant réalisateur Jordan Peele, qui avait eu un succès inespéré et surprise avec Get Out il y a de ça 2 ans. A sorti l'année dernière un autre film d'horreur. Et là, il y a eu beaucoup de publicité, beaucoup de hype autour du projet. Ça s'appelait Us. Parce que le trailer était excellent. Oui, la prémisse semblait vraiment cool. Le casting aussi. Oui. J'adore Lupita Nyong'o. Oui. J'avais vraiment aimé ce que Get Out avait fait et la prémisse me semblait vraiment intrigante. Un genre de prémisse d'épisode de Twilight Zone de l'époque. Exactement. Mais finalement... Si ça avait été DVD, j'aurais réalisé ce film-là, ça aurait été brillant. Là, c'est... What? Hein? T'as peur, là. Quoi? Ah! Non, ouais, t'as peur. C'est ça un peu tout le long que tu fais, mais pas dans le bon sens. Ça commence une famille normale qui vont dans leur dans leur chalet de vacances. Et soudainement, à l'extérieur de la maison, se trouve une famille. Mais c'est eux! Ouh! Donc, mais là, les méchants, eux, veulent comme prendre la place, ou en tout cas, on sait pas trop, ils veulent clairement tuer les normaux, si on veut. Et là, ça ensuit une course folle. Et tout le monde danse. Mais c'est parce que le problème avec ce film-là, il y a beaucoup de problèmes. Premièrement, ce film-là emprunte des codes visuels à la comédie comme sans s'en rendre compte. Il y a un personnage à un moment donné qui est assis dans le milieu de l'écran, il bouge pas, qui regarde la caméra quasiment de manière freak. Et là, il y a quelqu'un qui passe en courant de gauche à droite de l'image. Ben ça, c'est comme dans Shakespeare. C'est dans Molière, c'est dans les trucs de comédie, de théâtre qui datent depuis tellement longtemps que c'est comme, ouais, mais ça appartient à la comédie. Subconscient rendu là dans notre tête. C'est ça, c'est que dans le fond, c'est comme si Jordan Peele avait laissé... Son background de comédie avait comme dépassé de son projet d'horreur. On dirait sans le vouloir, là, mais ça apporte pas justement le petit côté freak qui était comme, j'ai vraiment... Non, c'est juste bizarre. Puis dans le fond, il y a une espèce de société secrète de gens qui vivent en dessous de nous autres, mais comme nous autres. Ben oui. Oui. Ben, tu sais, comme les hommes taupes, là. Tu peux te rendre là en prenant un escalier. Non, mais tu te rends là en prenant un escalier. Là. Puis à un moment donné, quand t'arrives là, t'arrives là. Puis c'est une place qui a des corridors à l'infini avec des néons. C'est comme... Ouais, ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est là que le nouvel ordre mondial est. Puis le troisième étage, c'est là que l'enfer est. C'est moi, le prémisse ressemble un peu... très similaire à Get Out. Ben, il y a un peu de ça, sauf que là, il n'y a pas du tout le côté comme racial. Là, c'est juste... Non, sauf que les sociétés secrètes inconnues... Oui, il y a toujours tout ça. La société secrète organisée pour faire en sorte que... De conspiration. Mais là, c'est du monde qui vit dans des corridors... c'est du monde qui vit dans des classes d'école, dans des corridors infinis avec des néons, des lapins. Puis ils font tout ce qu'on fait. Mettons que toi, tu sais, là, mettons nous 4 ici, il y aurait nous 4 shadow people qui seraient comme assis à une table. Mais eux, ils ont pas des tables. Ils seraient juste assis à terre en train de faire des... Parce qu'ils peuvent pas parler vraiment non plus. Okay. What? Sauf quand ils parlent, tu te mets à parler comme... je m'appelle... Puis t'es comme, oh my god, ça va tellement être long, ton speech de 3 minutes sur ton histoire de pourquoi t'es là puis pourquoi t'es fâché. Parce que moi, quand j'étais dans mon Shadow World à Noël, j'ai reçu de la vitre cassée et toi, t'as reçu un toutou. Là, donc, Stéphane Ouellet, l'ancien boxeur, serait complètement volubile. Clairement. Ouais. Mais ce film-là, c'est un peu du n'importe quoi Puis, en fait, du n'importe quoi, ça me dérange pas dans les films, mais c'est que faut que la logique interne à ton récit fonctionne, c'est ça. Puis, tu sais, OK, il y a comme l'enfer du monde en dessous de nous autres, puis là, ils se relèvent tout, parce que, évidemment, eux se mettent à dealer avec leur famille, t'es comme, OK, est-ce que ça arrive partout ailleurs? Et oui, ça arrive partout ailleurs, fait qu'il y a comme partout du monde qui court après d'autres mondes.
Puis est-ce que tu dirais que la cinématographie c'est bien filmé. bien. C'est bien filmé, la musique est même correcte, les acteurs aussi, leurs performances sont correctes. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment la réalisation puis Le scénario. C'est confus. Ouais. Mais il aurait peut-être dû prendre un projet peut-être un peu moins similaire à Get Out pour son deuxième projet, plutôt que peut-être de se brûler immédiatement sur un projet. En même temps, se brûler, c'est parce que ça a été bien reçu, ça, là, généralement. Là. Ce film-là n'est pas un échec. Fait que, c'est Non, pas brûlé. c'est ça, C'est pas parce brûlé. que peut-être vous l'avez pas aimé qu'il a c'est quand même ça. été bien reçu en général. Mais c'est que il a passé plusieurs années à travailler sur Get Out, il a passé moins d'un an à travailler sur lui. Ça aussi. Fait que tu sais, il y a ça aussi. Il faut là. il a voulu battre le fer pendant qu'il était chaud. C'est C'est ça. normal aussi. Là. Oui, exact. C'est pas un échec, ce film-là. C'est juste pas aussi hot que ça nous montre que ça l'est. ça essaye de faire donc c'est comme un si peu c'était- prétentieux. C'est un petit peu prétentieux. Cette affaire. Pour ça que ça intrigue quand même. Pas mauvais, c'est juste désappointant. Désappointant. Et maintenant, j'ai écouté la dernière saison. Pas au complet, mais j'ai écouté 3 épisodes de Black Mirror, la saison 3, c'est 4, la 3, 4, 5. 5. La saison 5, je pense qu'il y a juste 3 épisodes. Ouais, ça se peut. Mais moi, tu vois, regarde, le premier, je l'ai pas aimé. Le deuxième, je m'en souviens pas. Ah, moi, je m'en souviens. C'est quoi qui se passe? Un gars qui veut se revenger ou qui veut parler avec Topher Grace. Oui, avec là. Moriarty de Sherlock. Ouais. Le jeu d'acteur était bon, mais c'était pointless. Non, mais tu sais, c'était dans l'actualité, dans l'air du temps, puis tu sais, je te dirais que c'est le plus vanille des trois, là. Ouais, mais le jeu d'acteur était bon. Tu vois, je m'en souviens pas, c'est pas pour rien, c'est parce que c'était un peu... en tout cas. Donc, le premier, moi, j'ai trouvé que c'était... c'est tellement long avant qu'il se passe les choses qui font que les personnages ont à faire. L'élément déclencheur est tellement long avant d'arriver. T'es comme, ben là, go, allez-y donc, tu sais, puis sans vouloir vendre le punch, là. Genre, le premier acte prend le 3/4 du runtime. Genre. Moi, c'était trop flagrant. Je savais que c'est ça qui allait arriver. Mais là. oui, mais c'est ça, il y a comme pas de surprise. Puis quand ça arrive, c'est pas choquant. Puis ce qui arrive, il y a comme tu sais, la petite question morale que Black Mirror pose là, était pas pantoute là selon moi dans le premier épisode là. Okay. Ou en tout cas s'il est là, c'est plus comment les gens peuvent se retrouver en ligne et comparer dans la réalité. Mais c'est comme J'ai juste trouvé ça très drôle. Tu sais, ça m'a enlevé de l'atmosphère sombre et inquiétante de Black Mirror. C'est vrai que c'est le plus léger pas mal, mais il y a quand même une bonne tu sais, il y a une phrase qui est quand même excellente, c'est comme I even fucked a polar bear and I couldn't get you out of my mind. J'aurais pas pensé que cette phrase-là allait être dite par quelqu'un un jour. Mais l'épisode que j'ai vraiment aimé, que je vais vous parler, c'est celui avec Miley Cyrus. Celui-là m'a vraiment, vraiment surpris. Autant au point de vue que Miley accepte de jouer son propre rôle, la musique utilisée dans le film, et aussi l'acting de Miley. L'acting m'a vraiment surpris de Miley. Oui. Parce que dans le fond, elle a fait une espèce de pop star du futur. La fille a quand même fait countless épisodes de Hannah Montana. Là. Je veux dire, elle a quand même... Elle a commencé comme actrice avant de commencer comme musicienne. Oui, non, mais c'est parce que là... c'est sûr que ça doit être une autre game. Elle brise son image bien raide. Tu sais, comme, justement, elle arrive... Son passe-temps depuis un bout. Dans cet épisode-là, elle fait une espèce de pop star Candy Rose, que tu sais, c'est sa manager qui dit non, tout ce qu'on fait, c'est positif tout le temps. Même que les mélomanes l'ont reconnu tout de suite, ceux qui le savent pas, ben, elle chante une tune que c'est Head Like a Hole de Nine Inch Nails, mais version rose pop bonbon. Les paroles sont pas tout à fait les mêmes. À la place d'être bow down before the one you serve, you're gonna get what you deserve. C'est comme happy. I'm full of ambition and C'est genre happy and love, blablabla, you're gonna get what you say. Happy and love, go for it, you're gonna get. C'est super positif. Et puis, donc, un moment donné, Miley, en tant qu'artiste, est comme tannée, puis elle veut devenir un peu plus. Là, je suis tannée, je vais faire un peu de quoi, un peu plus, tu sais. Là, ça tente, comme non. Elle la met dans le coma. Boum, Miley dans le coma. En même temps, il roll out plein de petits robots qui sont une copie, dans le fond, du cerveau de Miley. Puis tu sais, le petit robot, tu lui parles, puis elle se promène, hey salut, puis elle te parle pareil comme Miley, elle va danser avec toi, puis tu sais, c'est un petit robot de Black Mirror, un petit robot super intelligent, tu sais, c'est vraiment littéralement un petit jouet. On dirait c'est un jouet, mais c'est genre une Siri, là. Ouais, elle ressemble un peu à Eve. Elle ressemble à Eve dans Wall-E. Ils ont des angles avec les petits bras sur le côté, là, tu sais. Eve, grosse de même, puis mais il arrive quelque chose à Miley, parce que Miley, évidemment, Miley dans la vraie vie a un accident, là, tu sais, pour la presse, pourquoi Miley est dans le coma? Miley a un accident. Le petit robot voit ça. Il y a comme un truc qui pète dans son cerveau, puis là, c'est le vrai cerveau de Miley qui est comme oh, ok, je me réveille dans un corps de robot, what the fuck, man, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, ok, il faut qu'on ait libéré mon corps parce que c'est ma tante qui m'a mis dans le coma, et la petite Miley qui est ultra sauvage, qui arrête pas de sacrer, qui arrête pas de faire des choses que la petite fille avec qui elle est, c'est full son idole. C'est
Vraiment. Ah non, c'est c'est une belle bon. aventure, c'est le fun au bout. Si vous avez un épisode de cette saison à écouter, c'est de Black Mirror, c'est celui-là, Ah oui. c'est le 3e. Ça vaut la peine. 3 de Vraiment. 3. Vraiment. Ok. Belle petite surprise. Nice. Hey, parfait ça. Hey, on va-tu en musique pour la 2e fois? Oui. La chanson de la semaine 2 de 3. 2e de 3 chansons cette semaine et la dernière que j'ai amenée parce que c'est Phil qui va s'occuper de la 3e chanson cette semaine. Tout à fait. Tout à fait. Et la semaine dernière, Simon, je t'avais donné le choix entre 2 mots. Chèvre ou clown? C'est ça. T'avais choisi chèvre. On avait écouté I'm sad that my goat had died today. Qui était... Je ne regrette rien. Regarde. Non, je regrette rien. Point de suspension. Donc, cette semaine, on va faire comme si t'avais choisi clown parce que c'est la tune que j'ai amenée. Est-ce que vous connaissez l'acteur très excentrique Crispin Glover? Ah, c'est le père dans Retour vers le futur. Et Quoi? C'est aussi Ben le oui. gars... Oui, c'est George McFly. Oui. Oui. C'est aussi le C'est gars dans, Willard. Ouais, Willard, puis, le roi des rats. il est pas dans un film de Peter Jackson aussi. Il est pas dans... Oui, dans... voyons... Chasseur de fantômes. Là? Oui, les Frighteners. Qu'est-ce qu'il fait, donc? Ah oui, ben c'est le rôle C'est principal. le principal, ouais. Non, ça, c'est Michael J. Ben, Fox. c'est qui est Michael J. là-dedans. Ah non, Ok. c'est ça. Mais Ouais, non, il c'est joue ça. un des fantômes. Vous Mais- trompez de McFly, là. George McFly, bref, Crispin Glover est un acteur particulier. Ok, si vous suivez ses projets depuis quelques années, Non. L'acteur et ses personnages. depuis le début de sa carrière, il y a des choix de casting weird. C'est un gars qui est difficile à travailler avec lui. Et dans les années 90, il a fait un album. Je parle de... Ça arrive, mais j'aime En ça. fait, 1989, pour être précis, sous le pseudonyme Crispin Hellion Glover. Hellion, qui est un genre de galopin, un polisson, là, Un farfadet. un cahuteur. Oh! Excusez. Donc, bref. Donc, Crispin Hellion Glover, avec un album qui s'appelle The Big Problem Doesn't Equal the Solution Equal Let It Be. Oh! OK, mais... Mais encore. Mais encore, OK? La pièce que j'ai amenée, c'était le single qui avait décidé de sortir d'album. Il avait fait même un vidéoclip de ça. Oh mon Dieu. Ça doit être s'appelle fantastique. Clowny Clown Clown. OK. Fun. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Crispin qui rencontre un clown. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. I was walking on the ground, I didn't make a sound. Then I turned around and I saw a clown. Had a frown, stood on a mound, started barking like a hound. When I came to it, I found he showed me something that was round. So we became great friends, and late in life, he got sick. I gave him some soup, but he got worse. It asked for its purse. It got it, but it was empty, so it cried aplenty. I wondered what to do. I didn't know what to think, so I got a drink. And then I showed it something that was round. Then it died, smiled, and fell on the ground. Thinking back about those days with the clown, I get teary-eyed and really snide. I think that deep down, I hated that clown, but not as much as Mr. Farr. I'm gonna go smoke a cigar. I was walking on the ground, I didn't make a sound, and then I turned around, I saw a clown. Clown. Clowny clown, clown. I hate you, clown. Your ugly frown, smiley lips. I think I'll clip you across the nose, clown.
a cigar? We'll get you real far. Like Mr. Farr. Get it? Mr. Farr? Clown. Clown. See what a cigar will do? Clown. Ugly clown. Hey, c'est creepy. Et ce cauchemar auditif vous est procuré par Crispin Glover, l'acteur particulier qui n'était pas connu comme musicien, et vous comprenez maintenant pourquoi. C'est la pièce Clowny Clown Clown. Si vous n'avez pas compris que ça parlait de clown. Lorraine, et je suis votre densité. Et c'est disponible, ça, sur son album, si jamais ça vous intrigue, de 1989, The Big Problem, Mais dans est-ce que un le Equal the master de Solution. l'album a été détruit dans un feu chez Universal? Je pense J'espère. qu'il est immunisé à toute forme de destruction physique. Je pense C'est qu'il un est Horcrux. il est détenu en enfer. Ouais, The Big Problem doesn't equal the solution equal let Let it be. it be. C'est ça le titre de l'album. Malade. D'accord. Hey! Et en plus, c'est pas doesn't equal les mots. C'est égal avec une barre, Oh! puis égal le symbole. Hein. OK, il est allé full-on Prince style. Là. Il a mis des symboles sur son... Ouais, lui, il est allé Wingdings avant que Wingdings existe. Qui lui faisait des émoticônes sur ses covers d'albums en 89. Un visionnaire. Crispin Glover, l'unique et heureusement seul. Donc, autre petite nouvelle avant la pause. Ben, on était dans le cinéma, ouais. Je peux Ouais. peut-être en lancer 2-3. Pour ceux qui suivent ce qui se passe avec les Ghostbusters, on a eu quand même une bonne nouvelle ce mois-ci, cette semaine en fait, puisque Qu'est-ce qui se passe? on a la confirmation que Sigourney Weaver et Bill Murray seront de la partie pour le 3e film. Et pour le reste, on n'est pas au courant pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose qui a transpiré. Parce qu'il y a aussi l'acteur qui jouait... Harold Ramis qui jouait le rôle de Egon lui Spengler est qui est décédé. T'as Dan Aykroyd, lui, il va faire Dan partie de la gang. Et Ernie Hudson qui jouait Ernie Hudson, ouais. notre ami Winston Zenmore. Lui, on n'est pas certain, mais c'est sûr qu'il veut être de la partie... Qu'est-ce qu'il fait d'autre sinon? Ben, c'est ça, il est un peu plus absent des écrans ces temps-ci. J'ai des conventions de Il y a signature à aussi- 5 piastres de la boucler, moi, là. Faut pas canceller ça, là. Lui, il y a aussi... voyons... celui avec les lunettes là, qui jouait l'autre cascanard, Rick Moranis, qui a pris sa retraite d'acting, Donc, en général. Là, ouais, C'est pas clair s'il serait de la Ouais. partie, mais en même temps, c'est tous ses amis de l'époque, donc on compte peut-être sur un caméo, mais Mais là, ça nous prend le rien- cerbère de la porte. rien Sigourney, ça promis maître, de ce côté-là. non, elle, c'est le cerbère de la porte. Lui, c'est le maître des clés, right? Oui. Essaie de m'en rappeler, là. Bref, en tout cas, ça nous prend les deux. Il va y avoir aussi un des acteurs de Stranger Things qui va se joindre au cast. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Ah, tant que c'est pas... Tant qu'ils réalisent que c'est pas un... Le premier est un film de science-fiction qui était drôle, OK? Pas une comédie avec des éléments sci-fi. Ben, le 2 comprends ce que je suit veux dire? bien cette trame-là, dans le sens Ouais. qu'ils l'ont raté sur plusieurs points. Oh oui. Mais il suit quand même le premier. Ah, c'est le même ton, C'est le même ton. En fait, le gros problème du 2, c'est que c'est la même affaire que le premier. Puis qu'ils n'ont pas osé Ben, rien faire avec ça. Ce que je pense qui arrive avec Ghostbusters, puis c'est pour ça que j'ai aucun espoir sur aucun projet Ghostbusters potentiel, c'est que Ghostbusters 1, c'est un éclair dans une bouteille. Ouais, c'est voilà. un élément unique qui ne peut pas être reproduit, peu importe aussi fort vous allez essayer. Ouais. Arrêtez de vous frapper la tête dans un mur. Laissez... Ça laissez arrivera pas aller. sinon. La Laissez les gens solution. faire. C'est multimillions. Donc, ça s'en vient. Ça arrive. Donc, moi, je vais le suivre parce que c'est les acteurs originaux et ça va se passer au moment présent et ils vont tenir en compte ce qui s'est passé Non, dans les ok. 2 films d'avant. Mais pour C'est encore Ghost- pire de ramener les mêmes acteurs. Passez à autre chose. Ouais, pour Ghostbusters, là, c'est... Ça arrivera pas, Simon, c'est On ça se qui réfère arrive. au mot sage de Crispin Glover. La solution, laisse faire. Non, on va voir ce que ça On va verra donner. bien ce que ça va Ça peut pas être plus mal exécuté que le remake de 2016. Donc, à partir de là, la côte, on peut juste monter. Là. Ça peut pas aller plus bas que ça. Ça dépend. Moi, s'ils prennent le même ton que les 2 premiers films, c'est correct. Le problème en 2016, ça a été un peu plus pour les enfants, je dirais, ou les plus jeunes. Ils ont essayé de passer un C'est- message avec ça. c'est Ils ont essayé de passer un ton- message qui n'était pas nécessaire. Aussi, le ton n'était pas pareil. Ils n'ont pas respecté le ton. C'était un Donc, sketch de SNL en film. Genre. C'était ça. C'était leur perception
du premier. Dans le fond, eux autres se sont dit, le premier, c'est un sketch de SNL en film, donc on va faire pareil, mais c'est vraiment pas ça. Non, c'est ça. C'est des gens qui le voyaient d'une façon différente, qui l'ont exécuté d'une façon différente. Ça n'a pas fait tant d'affaires que ça que tout le monde, mais sur ce. Juste le fait que Bill Murray soit du projet, moi, ça m'enchante. Je suis trop curieux. En plus, va falloir que je le voie. sûrement qu'il y a eu moins de misère avec le projet parce que il y a vraiment eu un gros trouble avec le projet de 2016 parce que les exécutifs chez Sony lui ont forcé la main pour faire un caméo. N'oubliez pas que aussi il y a un creux de vague dans la relation entre Harold Ramis et Bill Murray qui a duré pendant des décennies suite au tournage de Le Jour de la Marmotte. Oui. C'est un film qui était dirigé par Harold Ramis et c'était l'acteur qui faisait Egon, dans le fond, Spengler, qui était aussi un des scripteurs pour Ghostbusters. Et ce tournage-là a tellement mis de troubles dans leur relation qu'ils n'étaient plus capables de se parler pendant 10 ans. Facile, 10-15 ans. Non, jusqu'à sa mort, Eric. Ils ont enterré à l'âge de guerre sur son lit de mort. Et ok, ça a duré comme ça a duré le reste de leur vie. Là. Le Jour de la Marmotte, tard que jamais. C'est un autre éclair dans une bouteille, ça. Ça pourrait pas... Il n'y aurait pas de remake. Ça voudrait dire que le Jour de la Marmotte ne pourrait pas se répéter. Oh. C'est extraordinaire comme concept, ce que tu viens de dire. Ouais. J'adore ce concept-là. On a eu des nouvelles aussi du côté du Dune de Denis Villeneuve. Oui. Pour l'instant, le projet va bon train. C'est en train de se tourner. Tu parles de la série? En fait, c'est ça. Là, je parle du film. Okay. Là, c'est ça, des films, parce que c'est au moins 2 films. Là. C'est au moins 2 films. Là, on a eu des nouvelles récentes, justement, que la série allait être tournée. Ça va être pour un autre projet de service de streaming. Okay. Donc, Denis Villeneuve est attaché au projet. Il va lancer le premier épisode. Puis, c'est pas mal en gros ce qu'on sait pour l'instant. Moi, ce qui m'intrigue et qui me rend optimiste par rapport à Dune, ça, c'est un des films où un remake a beaucoup d'espace pour améliorer le matériel source. Oui. C'est que, tu sais, c'est un classique, là, le premier Dune de David Lynch, mais il prend des grosses libertés par rapport au roman. Exactement. C'est assez incroyable. Et c'est... Comme Sting en bobette. En fait, techniquement, le personnage était nu dans le livre, Sting voulait le jouer nu, puis c'est finalement l'agent de Sting qui a convaincu de pas le mettre nu dans le film. Mais Sting était game, là. Il était tout à fait game de le faire. Tout ça pour dire que Dune, l'original, est bizarre comme film. Mais il y a du chemin pour monter plus haut si t'as une approche vraiment comme fidèle au livre. Ce qui est le fun avec Dune, c'est qu'ils font pas un remake du film. Il y a un livre en arrière de ça. Exact. C'est pas on peut complètement prendre l'autre film et l'enlever de l'équation. Là, ça n'a pas rapport. Tout à fait. C'est pas un remake du film Dune. C'est une adaptation du livre de Herbert qui s'appelle Dune aussi. Mais l'autre film est juste un autre produit dérivé sur l'étoile. Sur la carte, là, c'est pas les relié au projet actuel. Non, c'est juste pour les attentes du public, c'est certain que ce qui est dans le conscient collectif général, c'est le film. Mais reste qu'il n'y a pas dur à battre. Qui s'en rappellent, qui l'ont vu. En tout cas, tout ça il est plus notoire que populaire. C'est ça. Dune, sauf que au moins c'est ça, il y aura pas une armée de fans du film original qui vont dire il est pas à la hauteur de l'original, ça peut pas. Non. Ça va juste être meilleur. Il est pas à la hauteur des livres comme tous les films de livres classiques de science-fiction. C'est ça. Un peu ce qui va arriver d'ailleurs avec Witcher, puis je te le prédis d'avance. Parce qu'il ressemblera pas au jeu parce qu'il est basé sur ses livres. La série Witcher sur Netflix. Et là, le monde va chialer qu'il ressemble pas au jeu. Sûr. Sachant pas qu'il est pas basé sur le jeu anyway. C'est sûr que ça, c'est plus risqué comme game. Parlant de films et de livres, les boys, est-ce que vous avez vu le trailer de Dr. Sleep qui est sorti? J'ai vu le trailer avec Ewan McGregor. Ça se trouve à être la suite directe de Shining. Exactement. Et le petit garçon... L'adaptation du livre aussi. Le livre aussi existe. Ça sort pas de... Non, c'est ça. C'est un livre que Stephen King avait. Ouais. Si j'ai bien compris, le petit garçon qui est Danny dans le film original a grandi, est devenu Ewan McGregor et retourne sur les lieux, si je comprends bien, de Overlook Hotel. Ça a l'air intéressant. Mais j'ai pas lu le roman, ma blonde l'a lu. Okay. Elle avait beaucoup aimé. On est vraiment loin du traitement visuel de Kubrick. Là. Ce sera pas pantoute la même affaire, parce que c'est sûr que le film va souffrir tout de suite en partant du fait qu'ils n'ont pas l'œil de Kubrick. Pourquoi pas donner ça à Yorgos Lanthimos? C'est justement, c'est ça. Pour reprendre Kubrick, il faut que tu prennes quelqu'un qui est à son niveau. Et ça allait s'avérer, c'est sûr, difficile. Donc, en partant, si tu prends quelqu'un
Mais c'est quand Connais-tu même... le réalisateur? C'est quand même... c'est un peu, je veux dire Neil Jordan, mais c'est pas lui, là. Mais Phil, si tu veux voir du Kubrick moderne, écoute Killing of a Sacred Deer qui est sur Netflix présentement. Ok. Ou un autre des projets de Lanthimos, mais spécifiquement lui qui est pas mal le meilleur qu'il a fait. Lobster est bizarre, mais Killing of a Sacred Deer, c'est un film qui est... Ouais, The Lobster, c'est bizarre aussi. Mais la cinématographie, c'est ce qui est le plus proche de Kubrick moderne. C'est Mike Flanagan qui les réalise. Donc, lui qui a Mike fait, Flanagan? Ouais, lui qui a fait The Mirror, Oculus, Oculus, Hush, oui. Et, qui a fait aussi, dans le fond, le dernier... tabarouette. Gerald's Game. Ouais, Gerald's Game, qui était exactement. très bon sur Netflix, basé sur King. Fait que dans le fond, le gars sait respecter le matériel source de King. Hey, je suis soudainement plus optimiste, là. Moi aussi, quand même, un peu, quand même. Mais c'est sûr que c'est pas un gars de cinématographie pure. C'est pas un gars qui va te faire des images plus cadrées à la Kubrick, c'est certain. Mais, pour ce qui est d'amener un script et une progression scénaristique bien supportée par la caméra, puis par les mouvements, puis par la façon que tout est placé. Flanagan est flawless là-dedans, c'est que tout est au service de l'histoire. Et il te prend pas pour un cave. Il te prend pas par la main. Il laisse le film te dévoiler l'histoire et les mystères, puis il te laisse faire le chemin dans ta tête. Ce que j'admire. Ce qui s'apprend pour faire une suite au Shining aussi. Ben, pour adapter ce genre de matériel-là, oui. Là. Faut pas que tu t'expliques tout à tout le monde tout le temps. Là. C'est pas que genre 30 minutes d'exposition pour un punch. Oh. Fait que non, OK, je suis in. Je suis in. Hey, on fait une petite pause? On a le temps, là. Serait l'heure, Hein? Puis on va revenir après parce que Simon doit avoir encore 2-3 affaires dans son sac. Et Phil va nous parler de ce à quoi il a joué dans les dernières semaines. Ouais. Hein? Ouais. Hein, on revient tantôt. On va Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Si ça marche, ça rampe, ça grimpe, ça nage, ça vole ou ça copule, on vous en parle dans la chronique zoologique! Oh my God. Mais il manque quelque chose dans cette liste-là. Il manque si ça meurt. Hein? Ben oui. Ça va, Simon? Je vais commencer par ça. Si ça meurt. Oui. C'est pas nécessairement un animal, si ça meurt. Non, mais regardez. Là. On parle de quoi, Simon? On va commencer par parler d'un animal mort. C'était pas le début du show, ça? Ouais, mais c'est pas une chronique nécrologique. Je veux dire, Ok. les ptérosaures sont morts. Arrêtez les presses! Les ptérosaures sont morts! Ok, les ptérosaures, c'est quoi la différence? J'imagine que ça se prononce ptérosaure. C'est un P muet, comme les ptérodactyles. C'est ça. Mais ils sont morts. Ouais, ça, oui. Ils sont morts. Il en reste plus, là. Non, ça, on le savait. Tu sais, ils ont évolué en quelque chose d'autre, mais les autres sont plus Autre là. nouvelle? Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau? Quelque chose chez de les- cool. chez les ptérosaures. Les ptérosaures, on a récemment découvert, en 2017, c'est récent, oui, une cachette pleine d'œufs de ptérosaures. Wow! Est-ce que ça sent l'omelette de ptérosaure ou non? Non, c'était pas une cachette d'un réfrigérateur de chasseurs préhistoriques qui se faisait des omelettes ou bien des Egg McMuffin de ptérosaures. un mec ptérosaure. Mais non, c'est l'avant-midi. L'après-midi, c'est le Bronto Burger. Tu sais comment ça marche? ouais. Mais que, Joke de pierre à vœux, toi. que contrairement à d'autres prédateurs volants, les ptérosaures naissaient au moment où ils crevaient leur coquille et sortaient, lumineux et exposés au soleil, criant sans cesse des cris dégoûtants et en pointant leur petite bouche pleine de dents vers le ciel. Ils étaient déjà prêts à voler. Contrairement aux oiseaux et à d'autres créatures qui doivent finir, dans le fond, leurs ailes ne sont pas parfaitement formées à la naissance. C'est pour ça qu'ils doivent continuer à grandir. Entre autres, les oiseaux manquent les plumes nécessaires à voler, mais aussi ils doivent continuer à finaliser leurs ailes. Mais les ptérosaures, eux, étaient prêts à partir au vol dès la naissance. C'est un peu comme les animaux qui, lors de la naissance, sont déjà prêts à marcher. L'éléphant, d'ailleurs, dès sa naissance, est prêt à marcher et fonctionne déjà. Et girafe aussi, mais à hauteur qui tombe, ils n'ont pas vraiment le choix. Hein, Ben, la girafe a le coulon, mais à moins qu'il
qui naissent de la bouche de la girafe, ils naissent pas de plus haut qu'un animal équivalent. Non, c'est sûr. Mais Puis ils doivent mettre à bas couchés sur le côté. Effectivement, mais c'est des animaux nomades qui ont beaucoup à se déplacer pour éviter les prédateurs. Exactement. Donc c'était impératif que les jeunes puissent se déplacer avec la troupe, avec la horde, avec la meute, le troupeau, whatever quoi. Donc, avec les scans des embryons trouvés dans les œufs, ils ont été capables de voir la formation on va dire, un poussin de ptérosaure. Oui. Et dans le fond, ça pointait vers l'évolution qu'ils ont vue des multiples fossiles qu'ils ont trouvés, que dès la naissance, ils étaient prêts à s'envoler et donc d'échapper aux prédateurs à la seconde que illico presto, ils sortaient de leur Est-ce coquille. qu'on peut en conclure que le ptérosaure était une mauvaise maman qui abandonnait ses œufs, puis que vu qu'il volait, ben il était capable d'aller tout de suite à la chasse aux autres mêmes. Peut-être, mais ça rendu là, la seule manière de le vérifier serait de trouver de l'ADN, de la croiser avec des grenouilles, mettre ça dans un genre de jardin avec un vieux scientifique fou, puis un genre de scientifique frustré. J'ai hâte que ça arrive. Justement, Simon, étant donné qu'ils ont trouvé ces œufs-là, les clones vont sortir à quelle heure? Ouais, c'est des fossiles d'eux, il n'y a pas de matière. C'est l'équivalent humain là, d'apprendre à voler ou à un si bas âge. C'est l'équivalent de rentrer dans une pouponnière, de débarrer à la porte puis de dire « Trouvez-vous une job! » Puis de leur lancer des clés de char. Là, Simon, t'es en train de me dire que quand tu découvres un nid de ptérosaures de même, là, c'est pas comme dans les... T'es en train de me dire que les films de série Z m'ont menti, tu le mets pas dans un incubateur, puis là, d'un coup, quelques heures après, sortent des ptérosaures vivants? Ben, c'est comme si tu prendrais une photo d'une radiographie, puis t'essaierais de faire naître un bébé de ça. J'ai déjà réussi. Ben, je sais, toi, t'es bon. C'est le même que j'ai fait de mes filles. OK. C'est ça que tu vas lui dire, mais c'est pas la vérité. Donc, je vais reculer lentement, puis je vais vous parler de chauves-souris dans ce cas-là. Parfait. Lentement. Saviez-vous que les chauves-souris avaient une durée de vie mystérieusement longue? Ah ouais? Les chauves-souris sont les différents groupes de chauves-souris sont dans le fond les 19 espèces qui ont la plus longue longévité par rapport à leur taille. OK. Dans le fond, parce que statistiquement, avec les mammifères, plus ton mammifère est gros, plus il va vivre longtemps, puis plus il est petit, plus il a une durée de vie courte. Mais si tu rajoutes, tu normalises toutes les grandeurs, dans toutes les espèces, des 19 qui vivent le plus longtemps, 18 sont des espèces de chauves-souris. Ici, on peut commencer à avoir une corrélation. Vous allez me dire, mais c'est quoi la 19e qui n'est pas une chauve-souris? C'est la taupe nue, celle qui est quasiment immortelle et qui est protégée du cancer. Et, qui pogne rien. Exactement. Puis, bon, Non, elle est dans sa classe à part. Ça, mis à part un accident ou une attaque ou quelque chose du genre, ça peut vivre extrêmement longtemps. Exactement. Ou un suicide dû à du bullying répété parce que c'est lettre. Ou ben, il a trouvé un miroir, puis c'est fini. Mais ils ont une durée de vie très longtemps parce que souvent aussi la corrélation qu'il y a, c'est plus les créatures sont petites, plus le cœur bat vite et souvent il y a comme une sorte de normalisation dans le nombre de battements total dans la vie moyenne d'une espèce mammifère qui est très égal pour la majorité des espèces. Okay. Sauf que là, ils ont commencé à étudier la chauve-souris, voir c'était quoi les différences, pourquoi... Anatomiquement, pourquoi elle peut vivre plus vieux dans les mêmes critères de vie qu'un mammifère a besoin. Ouais. Et ils ont découvert que dans certains gènes, il y avait des gènes qui étaient faits pour se réparer plus qu'un gène normal. Et souvent, on pense que la mort vient de la dégradation du gène, un peu comme le master génétique, qui sont les cellules souches. On va revenir à nos masters de musique. Oui. Mais nos cellules souches, puis plus la cellule se copie, plus les risques de mutation monstrueuses, ou bien que tes deux cassettes n'aillent pas à la même vitesse, ou bien que... Bon, c'est pas que si en vieillissant, on peut devenir un X-Men, c'est pas de même ça marche. Donc, la taupe ainsi que les chauves-souris ont des gènes qui, une partie d'entre eux, sont aptes à se réparer et à se garder vivant. Et ça peut-être nous apporterait une nouvelle piste vers l'immortalité, ou du moins augmenter la durée de vie humaine au-delà de nos moyennes. Mais sans être immortel, ne pas mourir de vieillesse. Exact. D'éliminer cette possibilité-là, qu'on n'ait pas de dégradation suite à notre maturité physionomique. Du moins pouvoir préserver la qualité de la vie, parce que c'est ça, plus on vieillit, oui, c'est de la dégradation qui éventuellement fait qu'on est bon pour la scrap, puis faire des shakes. Voilà, c'est à cause des radicaux libres. Je le sais, moi. OK, ça y est. On s'excuse aux gens plus âgés qui nous écoutent. Bon, ben, parlant de... vous allez faire de délicieux shakes. Bon, mais parlant d'âgés. Oui. Ah, ben oui. Parlant d'âgés. On n'a pas le temps de tout voir, tout jouer, tout entendre. C'est la raison pour laquelle
nous vous présentons la critique en retard! Critique en retard, Philippe. Oui, Tu voulais nous parler que t'as vu un film après tout le monde? oui, de manière tout à fait inappropriée. Pour ce temps-ci de l'année, non, ça veut dire que j'avais mes vêtements, je vous rassure. C'est juste que le film dans un cinéparc en plein hiver avec un gun sur la tempe. Ça, c'était inapproprié, mais là... non, mais c'est juste le timing. Là. c'est le timing. J'ai écouté hier le film Halloween qui est sorti en 2018. C'est vrai que c'est un film d'automne, ça. Oui, qui était sorti en 2018, je me rappelle, pendant mon défilm, d'ailleurs. J'avais pensé vouloir aller le voir, mais j'ai vu l'original à la place, le 31. Est-ce qu'on avait fait la critique de Halloween de cette version-là? Le remake, je sais pas, l'as-tu vu, toi? Conan, le nouveau? Oui, je l'ai vu, je l'ai même parlé. Oui. Je vais te laisser en parler. Oui. Ouais. Je sais pas ce que Conan en a pensé à l'époque, mais moi, dans mon corps d'hier, j'ai trouvé ça... D'abord, j'ai vu toutes les Halloween, à part un. Le seul Halloween que j'ai pas vu dans toute la série, c'est le deuxième de Rob Zombie. Parce que j'avais été molesté mentalement et sentimentalement par le premier. Montre-moi sur Conan ce que Rob Zombie t'a touché. Il m'a touché au cerveau et au cœur. Carrément, j'adore cette série-là parce que j'étais pas un gros fan d'horreur à l'époque et mon ami Jean-Philippe Vachon, que vous connaissez, m'a introduit à l'horreur avec le premier Halloween que j'avais quand même trouvé excellent. Donc, rapidement, mettons, pour pas te cannibaliser toi-même ton temps pour Non, ta chronique c'est ça. d'après. Mais écoute, si vous aimez la série Halloween, ce film-là ignore complètement ce qui s'est passé après le premier. Okay. Donc, avec raison. Même après le deuxième. Donc, oui, ils ont ignoré le deuxième aussi. Donc, ils ignorent le fait qu'ils seraient frères et sœurs, puis toute la caisse, ce niaisage-là. Oui, tout le niaisage d'après, là, qui était quand même divertissant, mais c'était du niaisage. Là, c'est straight to the point, old school, de l'horreur, très... le film prend son temps, le tueur prend son temps. Comme il y a un plan qui arrive autour de la maison, on le voit, son reflet dans la fenêtre. Là, tu vois qu'il passe sur le côté de la maison parce que tu vois son ombre passer. Et là, d'un coup, tout ce temps-là, la caméra reste pointée sur la fenêtre. Là, tu vois la personne se promener dans la maison. Puis là, d'un coup, Myers apparaît en arrière et il l'assomme dans la fenêtre. C'est très brutal. Ce Myers-là ne joue pas dans la dentelle. Très gore, mais très efficace. J'ai adoré. Très dans le style de Carpenter de l'époque. C'est vraiment pas un film pour faire des sauts. C'est un film angoissant. Comme le premier. Un film d'atmosphère. Ouais. Puis le premier, moi et Michael, ils avaient ensemble. Là, ce film-là a tellement bien vieilli. Il est encore tellement bon, efficace. Très bon. La façon que les punchs sont révélés avec la caméra, c'est simplement... Ça tient au chef-d'œuvre d'avoir réussi à faire ça, pas de budget en 1978, 1979. Mais... Tabarouette, quel beau travail. Donc le remake est à la hauteur de... Tellement à la hauteur que je te dirais que c'est le meilleur des Halloween, à part peut-être le premier. Okay, depuis le Tout premier. à fait. Wow. Il y a du Carpenter là-dedans, la trame sonore, rétro. Si le 3 n'avait pas été appelé Halloween, ça aurait été un bon film d'horreur. J'adore Season of the Witches en passant parce que même C'est Carpenter lui-même voulait que ce soit une série anthologique. Le premier, c'est Michael Myers, mais le deuxième, c'est d'autres choses. Puis, tu sais, c'est comme les studios l'ont forcé la main un peu. Ils ont essayé avec Season of the Witches, qui est quand même bien, divertissant, un peu quétaine. Ça aurait pu être un film de Creepshow ou de Tales from the Crypt ou peu importe. Tu sais, ça aurait pu être quelque chose du genre. Ça aurait été très bon. Finalement, parce que c'était Halloween, le monde se sont sentis trahis. C'est ça. Et ils ont ramené Myers. Ils ont descendu le film plus que... Puis depuis ce temps-là, ça fait juste descendre, cette série-là. Ouais, non, c'est ça. Mais en tout cas, à chaque Halloween, je me plais à chanter. T'as-tu... Halloween, Bon, parfait. Sûrement qu'à Halloween, je vais vous amener un extrait de cette trame sonore-là qui est simplement magistral. Parlant d'extrait que tu vas amener... Oui. La chanson de la semaine 3! Alors, chanson de la semaine numéro 3, Phil, et c'est toi qui as amené la 3e tonne de la semaine. Oui, c'est lié à mon défi rétro gaming. C'est lié à ce que je vais parler par la suite. J'ai ramené... c'est un fan qui a fait cette trame sonore-là. Il a repris la trame sonore du Doom original. Oui. Et il s'appelle Andrew Holsholt. Et il a fait pas mal, en résumé, ce que j'aurais aimé entendre dans Doom 2016. Okay. J'enlève rien à la trame sonore qui est
génial, Oui. mais un petit peu plus de Q à l'original, j'aurais aimé ça. Oui. Donc, Ben, t'as pas du tout à haïr toutes les dans le fond, les bandes annonces qu'on a eues pour le prochain Doom Eternal. Oui, oui. Pendant le 3, là, ça a l'air quand même intriguant, là. ouais. Ouais. D'ailleurs, je vais vous en reparler tantôt, mais là, j'ai emmené la chanson qui s'appelle Suspense par Andrew Holsholt sur sa trame sonore qui s'appelle IDK FA. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Yes! Alors, on vient d'entendre la pièce. Suspense de Andrew Holsholt, qui est un fan qui a fait ça pour Brutal Doom. Oh. D'ailleurs, ça s'appelle IDK FA et c'est trouvable sur les internets gratuitement. Yes. Chronique rétro.
Yes! Donc, chronique rétro, tu nous parlais un peu de ton Retro Gaming Challenge, mais en particulier du jeu que tu as joué récemment. Eric. Je suis pas fier de moi. J'ai triché. Comment t'as triché? J'ai joué à un jeu de 2019, Eric. T'en rends-tu compte? T'as joué à une nouveauté? En fait, oui et non. J'ai joué au nouvel épisode de Doom qui est sorti cette semaine, v'là 2-3 semaines. John Romero, qui est un des créateurs avec de John Katana. Non, excusez. Avec Carmack de Doom original et de Wolfenstein, Quake, etc. On vient de faire une joke de Day Katana. Eh mon Dieu. Eh mon Dieu que ça en dit beaucoup sur qui qu'on est. Oui. Plante-toi pas, Conan. C'était poche dans Katana, mais pas à ce point-là. Mais oui, bon, donc il y a 4 épisodes à Doom. Le 3e, c'est dans l'enfer. Après ça, ils en ont fait un autre après Doom 2, ça s'appelait Die Flesh Consumed. Et là, Sigil vient de sortir le 5e épisode qui est gratuit. Disponible. Un 5e épisode au jeu original Doom. Donc, si t'as Doom sur ton PC, depuis tout ce temps-là, tu peux acheter un nouvel épisode qui est sorti maintenant. Non, tu l'achètes pas. C'est un mode gratuit. Gratis. Oui, il y a une version payante que Romero a faite avec un beau package, un chandail, etc. Mais, tu sais, ça vaut pas la peine, à moins que tu sois vraiment un fan intense. Mais moi, je te recommande le mode gratuit. Cependant, faut se rappeler que c'est Doom 1. Oh oui. Moi, je suis habitué aux modes qui sont partis de Doom 2. Donc, je suis habitué d'avoir mon Super Shotgun. Je suis habitué d'avoir plus de méchants. Oui. Là, on retourne par en arrière un petit peu. C'est un peu tough. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être pas autant d'amour pour le jeu original que je pensais. Parce que les mods ont fait évoluer le jeu avec Internet. Oui. Mais j'ai eu du fun, pareil. Détrompe-toi. Mais le jeu est tellement punitif. C'est punitif. Et Romero, il va de façon scientifique pour te faire souffrir. Donc, très peu de ammo, très peu de medkit, très peu de armor. Puis il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de surprises de méchants qui arrivent. T'as pas le choix de te battre avec tes poings à un moment donné. Oui, j'ai réussi à tuer un Cyber Demon à coup de poing. Je l'avais entamé, bien sûr. Mais tu sais, quand t'es rendu là, c'est parce que... Mais tu sais, tu peux pas saupoudrer ou de airbrusher de la munition comme tu faisais dans le temps pour te couvrir tes arrières. Non. Faut que tu sois très, très, très parcimonieux avec tes munitions. Le truc, c'est de trouver les secrets. Si tu trouves les secrets, ben oui. Là, tu vas avoir un peu des loot box, si tu veux. Tu vas avoir des trucs gratuits pour toi, beaucoup d'ammo puis tout ça pour finir le jeu. Donc, c'est 9 nouveaux tableaux. En général, le gameplay design est vraiment intéressant, mais j'ai triché. J'ai joué à travers les mods qui sont ouverts en ligne sur Doom Seeker. Ce que ça fait, c'est que dans ces modes-là, tu peux jumper. T'as surtout le mouse look. Parce que le vieux Doom, t'as pas de mouse look. Tu tires tout le temps en avant de toi. Ok, ouais. Tu peux pas monter en haut, ton gun, checker en bas. Ok. C'est annoying. En 2019, de pas avoir de mouse look, ça me faisait vraiment rager. De contrôler la caméra avec la souris, là, pour tout à fait. Donc, pour avoir plus de précision, aussi plus d'action, les monstres sont plus rapides, les articles respawn. Donc, j'ai triché un peu pour le terminer, mais sérieux, j'aime mieux. Je suis pas un puriste, je suis pas le puriste de Doom que j'ai toujours pensé que j'étais. Je suis plus je suis fan de... Tu vas avoir du fun avec le jeu. C'est ça, parce que dans le fond, ce que ça amène, les mods, c'est plus d'action, plus de rapidité. C'est beaucoup plus proche de la version 2016, si on veut. C'est plus... D'ailleurs, j'ai tellement aimé ça que ça m'a motivé de finir le Doom 2016 que j'avais pas encore terminé parce que j'étais rendu à une place très, très compliquée, un gros fight. Et je me suis rendu compte que j'avais mis la difficulté dans le piton. Fait que je me suis gâté, je l'ai mis à normal. Et depuis ce temps-là, je suis heureux et j'ai du fun. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore fini Doom 2016,
suis encore en retard, là, mais l'adrénaline que ça te procure quand les monstres commencent à arriver. C'est excellent, très les bonne combats, review. Oui. Puis Doom Eternal était comme placardé partout pendant le 3. Ça a été le gros morceau de viande que Bethesda a amené au 3, on se le cachera pas. Ça a été une grosse motivation pour moi et tout de finir c'est celui d'avant, parce que là, je dis, là, je serais peut-être pas en retard pour une fois. Le prochain Doom, je vais me l'acheter à sortie. On en a parlé à Arcade Québec cette semaine. Ça a été moitié Damage Control, moitié Doom Eternal pour ce qui est de Bethesda cette année. C'est comme... Hey, Fallout 76, il va y avoir des NPC. C'était notre plan de brûler sortir 2 ans après que tout ait pris en feu. Notre plan depuis le début, c'est la même chose que Tommy Wiseau qui dit après coup. Oui, c'était une comédie sombre, c'est ça que je voulais faire à la base. Yeah, right. OK, rapidement. Ceux qui ont suivi le E3, le jeu que vous... votre jeu préféré qui est sorti du E3. Baldur's Gate 3. Ouais, ça, je sais. La suite de Zelda. OK. Moi, je pense que c'est Psychonauts 2. Psychonauts? C'est quand même Psychonauts 2. Bon, Wow, ouais. cool. Ouais, je serais pas original en disant que c'est Cyberpunk, mais c'est quand même Cyberpunk. Moi, j'ai joué au tabletop RPG des années 90, donc j'ai un petit lore que j'ai hâte de revisiter avec ce jeu. Surtout que c'est Johnny Silverhand qui était du vieux dieu, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que les premières critiques disent que le gunplay est médiocre. Oh, c'est pas... Ouais, mais ils font un shooter. Ouais. Mais c'est plus un RPG à troisième personne. C'est un RPG à troisième personne, mais tout ce qu'on montre, c'est principalement du résolution de conflit par des guns. Ouais. Fallout 3 puis New Vegas aussi, le gunplay médiocre, puis j'ai adoré ce jeu-là. Fait que je m'en fâche pas là-dedans. Tout ça pour dire que on entend le thème qui joue en background, ça veut dire que c'est déjà la fin de l'épisode. oui. C'était chargé, on était nombreux. Tout d'abord, merci à Conan d'avoir été là. Hey, merci à toi. Merci à Phil d'avoir Stay été là. tuned cette semaine pour la critique de Star Wars Jedi Battle sur Game Boy Advance. Oh! Ça sent, ouais. Simon a tout dit. Yes, merci à Simon, bien sûr. Excuse pour les chats. Merci à Mikey. Ben, merci à Eric et merci à l'animateur qui va suivre pour Lave ton char. Yes, Michel Guy qui va être avec vous autres pour la prochaine heure et demie, 2 heures. J'ai aucune idée combien de temps ça dure, mais ça va être malade. 3-4 mois. Sur ce, on s'en reprend la semaine prochaine. Salut les geeks! Cette émission est disponible en balado-diffusion.